Il faut qu'il y ait de la crème comme ça. En arménien on dit du khaymar. D'ailleurs je ne sais pas si c'est même pas un mot turc, khaymar. Mon père, s'il n'y avait pas ça dans sa tasse de café, il ne buvait pas le café, il demandait à ma mère d'en refaire un autre. Si bien que c'est un truc qui nous est resté. Et quand on le sert, on le partage justement, cette crème. On ne remplit pas une tasse, on en met un peu là et un peu là, de façon qu'on partage. Il y a un petit bruit quand on aspire le café. C'est qu'il refroidit avant d'arriver. Mon père buvait le café, on faisait tirer un first. C'est le bruit. Là. Mon père est un rescapé des massacres de 1915. Et il s'est retrouvé avec son frère aîné dans un orphelinat à Alep. C'est un travail que j'ai fait sur les traces de mon père, et puis à la fois bien sûr de tous les Arméniens qui étaient dans les mêmes conditions, qui ont vécu tout ça. C'est une chose qui m'était difficile à admettre, pourquoi un enfant de 10 ans, 11 ans se retrouvait dans un orphelinat, pourquoi ses parents ont été massacrés, et de se retrouver comme ça, séparé de sa famille, éliminer sa famille, se retrouvant tout seul, quoi. J'ai voulu faire un travail sur ce qui a pu être son enfance. Et je suis allé à Alep pour essayer de trouver l'orphelinat où il était. Et j'ai passé 6 mois à Alep, j'ai fait un travail là-dessus. Non, mais c'est parce que là-bas, je vois 21 à 24. Ouais. C'est vrai qu'elle a raison quand tu dis qu'est-ce que tu ressembles à ton père. Tu trouves que tu ressembles à ton père? Ouais, là, comme je marche, comme... Quoi? Faut que j'y aille. Où tu vas? À Alep. Alep pauvre. Bon, t'as tout? Ouais. Quand je décide d'aller à Alep, je cherche, je passe les 3 premiers mois de mon temps à Alep à chercher l'orphelinat, les orphelinats et tout ça. J'ai remué toutes les institutions arméniennes. Et il y a un Arménien d'Alep qui faisait un travail de conservation d'archives sur le théâtre arménien qui était représenté à Alep. Il me dit, il faudrait que tu viennes me voir, je sais pas, demain. À quelle heure? À 2h. Bon, ben, le lendemain à 2h, je vais le voir. Il me dit, viens, je t'emmène quelque part. Et il m'emmène dans un quartier, dans Alep.
Il me dit, tu vois là, il y avait 13 orphelinats arméniens. Il me dit, ton père devait être dans l'un de ces 13 orphelinats. Donc à partir de là, j'ai décidé de faire le travail dans ce quartier-là. Quand je marchais là, je le retrouvais. J'ai eu une situation très bizarre. J'étais un adulte qui tenait un enfant par la main, l'enfant qui était mon père à ce moment-là, donc quand il avait une dizaine d'années, et moi j'en avais 60, 70, hein, et j'étais avec mon père qui avait 10 ans. Et je marchais dans les rues où il a dû passer immanquablement. Sur des pavés qu'il a dû... ses yeux ont dû immanquablement se poser sur les murs parce que notre regard va, vient. Et donc, pour moi, ces murs, ces pavés étaient la trace, entre autres, de mon père. J'avais la chance que ce quartier n'avait pas été altéré par tu vois, la restauration des maisons, des trucs, pas de construction. Il n'y avait rien, c'était en l'état comme ça devait être en 1915. Jusqu'au moment où je prends le parti de photographier le quartier, et alors après c'est différent. Je ne vais pas photographier un orphelinat en disant c'est l'orphelinat où était mon père, mais c'est donc les orphelinats, disons, à travers lui, c'est tous les orphelins que... Ouais. Nos parents ne nous parlaient pas des massacres, ils nous parlaient très peu des parents des copains, c'est pareil, tout... D'une manière générale, ils ne nous parlaient pas des massacres. De temps en temps, c'était évoqué ça venait renforcer des conduites qui n'étaient pas toujours exemplaires des enfants que nous étions. Dans ces moments-là, tu as de la chance, tu as de quoi manger, tu ne manges pas. Nous, on n'avait rien à manger. Bon, c'était... des choses de ce genre qu'on ne comprenait pas quand nous étions. Comment voulez-vous qu'un enfant comprenne, je sais pas, à 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, c'est incompréhensible. J'ai commencé à les comprendre bien plus tard. On peut dire qu'il a été caché, il n'a pas exactement été caché, mais on nous en parlait très peu. Ce que nous avons appris à propos du génocide, c'est parfois quand les adultes de la même génération se rencontraient et parlaient du pays. C'est en somme un puzzle, on cherchait les pièces pour assembler, pour essayer de voir le tableau définitif. C'était l'époque, en plus, où les loups gris à Lyon faisaient du grabuge. Vartan m'envoie des photos d'une manif turque qui avait lieu place Bellecour et qui était violente, qui disait que le génocide n'avait jamais existé, que les Turcs n'avaient jamais massacré les Arméniens, ça va quoi. Mais je ne serais pas né à Lyon si les Turcs n'avaient pas massacré les Arméniens, s'ils ne les avaient pas chassés. Donc c'est un truc qui me révoltait. Et donc j'avais décidé de mettre des textes sur les photos qui parlent du génocide. Je ne voulais pas d'Arméniens de façon qu'on ne me dise pas juge et parti, qu'on ne me dise pas ouais bien sûr c'est un Arménien qui a dit ça, il ne va pas dire le contraire. Donc je ne voulais pas d'Arméniens, j'ai essayé de trouver des gens d'une certaine autorité morale dont on ne met pas en doute, tu vois. Bon alors il y avait Vidal-Naquet entre autres. Tu vois, bon, ou Lévinas, des gens comme ça. Et c'était dans le but surtout que les écrits de ces gens ne soient pas marqués par le voisinage arménien, par les relations arméniennes, par, tu vois, les textes qu'ils ont écrits, les uns et les autres, n'ont rien à voir. Eux, c'est des historiens, ils écrivent sur l'histoire. Il y a eu en 1915 un massacre en Turquie, donc ils écrivent là-dessus.
Moi, c'est ça qui m'intéressait. Et ces textes, je décide d'en couper les espaces de façon à amener une difficulté à la lecture. En même temps, c'est un travail photographique, tout ça. Mais je voulais que la personne qui lisait fasse un effort pour lire le texte, parce qu'encore une fois, quand tu fais un effort pour quelque chose, tu t'appropries la chose. Si on te donne la chose, elle a beaucoup moins de valeur. On te donne un truc, tu le mets dans ta poche, et puis après tu passes à autre chose. Tandis que quand tu te bagarres pour avoir cette chose, quand tu te bagarres pour avoir ça, ça tu y tiens, parce que ça te coûte 1 heure de boulot, 2 heures de boulot, 3 heures de boulot. Et donc, je décide comme ça d'enlever les espaces et de faire l'expo comme ça. Je pense que le fait que je me sois intéressé à ce problème, à mon père dans ce type de situation, je pense que la disparition de la génération précédente, c'est-à-dire celle de mes parents, c'est les rescapés, autrement dit des massacres. Nous, les enfants de ces rescapés, nous prenons maintenant les commandes, étant donné que nos parents sont morts, et c'est à nous aujourd'hui, disons, de transmettre. Je tiens très souvent à universaliser, disons, à ne pas limiter à un truc. Donc, dans le plus petit, il y a le plus grand. Dans le plus grand, il y a le plus petit, etc. Donc, au début, la chose était sur mon père. Après, ça s'est étendu sur l'ensemble des Arméniens, sur le problème du génocide. Et par voie de conséquence, donc c'est tous les génocides. C'est la Shoah, c'est le Rwanda. Je dénonçais, autrement dit, le comportement barbare de l'homme dans ces moments-là. Le problème, c'est la négation. Le deuil ne peut se faire que par la reconnaissance du génocide tant que les Turcs ne reconnaîtront pas. Pour moi, mon père ne sera pas en paix tant qu'il n'y aura pas ça. Que vienne pourtant un jour ce geste ou cette parole, donc autrement dit la reconnaissance du génocide, et tout deviendra possible, y compris la réconciliation, et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie.